Bonjour à tous, j'ai eu l'occasion de partir en Guinée avec Alima pour travailler dans un centre de traitement de patients infectés par Ebola. Et je suis chargé aujourd'hui de vous présenter la cohorte de nos patients et notre base de données qui a été constituée avec la collaboration d'Epicentre. Très brièvement pour commencer, sur le plan géographique, Nzérékoré, ça se situe en Guinée forestière, donc au sud-est de la Guinée, pas très loin de Guékédou, qui, comme l'expliquait Sophie, est l'épicentre de l'épidémie au carrefour entre le Sierra Leone, le Libéria et donc la Guinée forestière. Nos patients provenaient essentiellement de 3 zones, Nzérékoré, la ville même, là où se trouvait le CTE, et 2 villages de la province de Lola, à environ 40 km de Nzérékoré, Thio et Fonia. Notre objectif, c'est de contribuer à la compréhension des aspects cliniques, des aspects biologiques de l'infection par le virus Ebola et de faire ainsi progresser la prise en charge médicale pour nos patients. Aussi, nous avons constitué une base de données en temps réel en collectant des données cliniques, des données thérapeutiques à chaque passage médical dans la zone des patients confirmés, c'est-à-dire 4 fois par 24 heures, en intégrant pour chaque patient, au jour le jour, les données biologiques qui correspondent. Du 2 décembre 2014 au 23 février 2015, 146 patients ont été admis au sein du CTE de Nzérékoré, dont 76 patients finalement confirmés positifs. Patients pour lesquels, à partir du 26 décembre 2014, nous avons saisi de manière systématique, au jour le jour, les données cliniques, biologiques et thérapeutiques. Les patients qui étaient arrivés plus tôt, nous avons fait une saisie rétrospective. Le 26 décembre 2014, c'est également la date à partir de laquelle tous les patients ont été inclus, tous les patients évidemment infectés, confirmés positifs, ont été inclus dans le protocole JIKI, mis sous Favipiravir. Je ne reviendrai pas sur cette étude dans la suite de ma présentation. Pour commencer, pour illustrer un peu notre base de données, la manière dont on peut analyser la prise en charge d'un patient à l'échelle individuelle, je vous propose de vous parler d'un cas. C'est un enfant de 6 ans dont je vous présente ici la courbe de température qui a présenté, comme c'est souvent le cas chez les patients infectés, des signes digestifs. On les voit ici quantifiés au jour le jour, matérialisés par les croix, donc de J5 à J14. C'est un patient qui a présenté des diarrhées profuses, des vomissements en quantité abondante, qui se sont compliqués d'hypovolémie et de troubles de la vigilance pendant 3 jours, finalement résolutifs. L'intérêt de la base de données, c'est de pouvoir faire correspondre à ce tableau clinique les signes biologiques et la réhydratation ou les supplémentations mises en œuvre. Donc c'est ce qu'on voit ici. Sont présentés les différents prélèvements de ce patient par ordre chronologique, simplifié pour la présentation, et la réhydratation ainsi que la supplémentation potassique mise en œuvre. Si on zoome un petit peu, on voit, en prenant l'exemple donc de la kaliémie, que le patient arrive normokaliémique, 4,3, et puis au fur et à mesure des pertes digestives, la kaliémie s'effondre pour atteindre des taux critiques inférieurs à 2 mmol par litre, pour finalement, en fin de prise en charge, se normaliser. Et on peut mettre en rapport avec ça la supplémentation en potassium. IV, c'est la première ligne, et Péros, la seconde. Pour terminer sur ce cas, on peut mettre en rapport avec le tableau clinique l'évolution de la charge virale plasmatique, c'est ce qui est représenté sur la courbe violette, sur laquelle je ne m'attarde pas, mais on voit que ce patient est resté 22 jours chez nous, c'est-à-dire plus de 3 semaines, donc longtemps, et finalement l'issue a été favorable pour ce patient, ce jeune patient. Plus globalement, pour parler de la cohorte de nos patients, nous avons analysé 69 patients d'âge supérieur à 5 ans. Sur ces 69 patients, le taux de décès global était de 57% et donc le taux de survie global de 43%. Il y avait plus de femmes que d'hommes chez nous, 61% de femmes sans différence significative de mortalité entre les deux sexes. Et les patients les plus vieux, supérieurs ou égaux à 45 ans, représentaient un quart de la cohorte, mais plus d'un tiers des morts et seulement 17% des survivants. Ce graphique illustre les différents symptômes présentés par les patients au fur et à mesure de l'évolution de leur maladie. Ça serait beaucoup trop long de les détailler ici, ça a déjà été fait ailleurs, mais l'intérêt, c'est si on groupe ces symptômes par cluster en quelque sorte, par appareil, on voit qu'il existe une chronologie d'apparition des symptômes. Classiquement, le patient arrive avec des signes généraux et le plus parlant étant la fièvre, le plus fréquent étant la fièvre. Régulièrement, le patient arrive également déjà avec des signes digestifs, mais qui, on le voit, peuvent être un peu retardés, en particulier pour les patients qui se présentent les plus précocement. Et de manière plus tardive, on a pu objectiver des signes neurologiques, tels que des crises comiciales, par exemple, ou des signes hémorragiques, et là, on voit clairement qu'il y a un décalage dans le temps. Quand on analyse l'ensemble des données, 3 facteurs pronostiques à l'admission se dégagent de manière statistiquement significative. Le premier, c'est le délai entre le début des symptômes et l'admission. Nos patients décédés arrivaient plus tard au CTE, avec un seuil qu'on estime significatif entre 3 jours et demi, 4 jours.
Le deuxième facteur pronostic, c'était la charge virale estimée par le cycle threshold, dont Sophie vous a expliqué un peu les subtilités et les limites. Nos patients décédés arrivaient avec un CT clairement beaucoup plus bas, et donc avec une charge virale plus haute que les patients survivants, avec un seuil clairement situé entre 20 et 21. Par rapport à l'intervention de tout à l'heure, la créatininémie, nos patients décédés arrivaient avec des altérations majeures de la fonction rénale, ce qui n'était pas le cas des survivants, et là encore c'était statistiquement significatif. L'intérêt de la base de données, comme je l'ai expliqué en introduction, c'est la collecte longitudinale des données, et ça permet de suivre certains paramètres, y compris biologiques, au cours du temps. Et on voit ici, quand on prend l'exemple de la créatinine, que quand on scinde les deux groupes de patients décédés survivants, les profils sont absolument différents. Les patients décédés, globalement, arrivaient avec des altérations déjà importantes de la fonction rénale. L'évolution de la maladie se poursuit, la fonction rénale s'altère et le patient finit par décéder. Quand on prend les patients survivants, la grande majorité arrive avec des chiffres de créatinine parfaitement normaux et on arrive à maintenir au cours de la prise en charge des taux de créatinine à des taux acceptables et surtout en faisant régresser cette créatinine en fin de traitement. Il y a une population très intéressante sur ce deuxième graphe, celui des survivants. Ce sont les patients qui vont majorer secondairement leur créatinine. Voilà, c'est ce que j'ai cerclé ici en rouge. Et donc à cela, on peut mettre en rapport la réhydratation des patients. 84% de nos patients étaient perfusés, 90% des survivants. Et nous pensons que les patients qui sont cerclés en rouge, ceux qui majorent secondairement leur créate, en particulier à l'occasion de signes digestifs, sont probablement ceux chez qui on arrive à récupérer une fonction rénale. Nous avons mis en évidence beaucoup de troubles hydroélectrolytiques parmi nos patients. Je vais prendre l'exemple le plus parlant, celui de la kaliémie. 70% de nos patients avaient au moins une mesure de la kaliémie. Parmi les survivants, la médiane de nombre de ionogrammes plasmatiques réalisés était de 4. Plus de la moitié de nos patients survivants étaient hypokaliémiques et un tiers de ces patients étaient en hypokaliémie profonde, inférieure à 3 mmol par litre. C'est plus que parmi les décédés, 28 et 15% respectivement. Il est intéressant, là aussi, de mettre en rapport ce qu'on a fait en rapport avec ces résultats. La moitié de nos patients survivants ont reçu une supplémentation spécifique en potassium et 70% pour les patients les plus hypokaliémiques. Le graphe de droite illustre le fait que les patients ayant reçu une supplémentation en potassium, ce sont les patients dont les courbes sont en violet, sont les plus hypokaliémiques, à l'inverse des autres qui n'ont pas reçu de potassium, c'est ceux qui avaient une kaliémie, on va dire, la plus normale. Pour conclure, les deux facteurs biologiques pronostiques péjoratifs principaux qu'on a pu mettre en évidence au sein de notre cohorte étaient la charge virale élevée et l'altération de la fonction rénale à l'admission, comme ça a déjà été montré dans d'autres cohortes, en particulier au Sierra Leone, la cohorte de Kenema. En revanche, ce que nous avons réussi à montrer ici, et à notre connaissance, ça n'avait pas été montré ailleurs, c'est nos patients survivants se présentaient plutôt au CTE que les autres. Le délai entre le début des symptômes et l'admission au centre est un facteur pronostique, péjoratif ou non, en fonction de si on prend dans un sens ou dans l'autre, qui n'avait pas été retrouvé ailleurs. La constitution d'une base de données journalière, longitudinale, permet de colliger des données cliniques, des données biologiques, des données thérapeutiques, et ainsi d'appréhender les enjeux de la prise en charge, en particulier les désordres hydroélectrolytiques qui étaient extrêmement fréquents parmi nos patients et qui sont probablement fréquents chez l'ensemble des patients si on pouvait extrapoler ces résultats à d'autres cohortes. Et nous pensons que l'apport de la biologie permet d'optimiser la prise en charge des patients. Aussi, au vu de ces résultats, nous pensons que trouver des approches opérationnelles qui incluent la biologie dans la prise en charge est à réfléchir à plus grande échelle pour le futur. Je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier. Thank you very much, Ronan. Et je remercie toute l'équipe d'Alima, Augustin en particulier, pour la conduite de ce projet. Tous les gens qui travaillent sur le terrain, bien évidemment, les gens à Nzere Corée, Serge, Sarala, Claudia pour Epicentre, toute l'équipe d'Epicentre qui a fait l'analyse des données, et Suzanne et Richard qui m'ont aidé pour la présentation. Merci beaucoup. Thank you very much.